Ce jeu de simulation innovant. Notre première table ronde, comment ce mode d'organisation transforme les process et les métiers. Les marchés évoluent rapidement et la demande est volatile. Vous le savez, pour rester compétitive, eh bien, les entreprises se doivent d'être agiles, réactives et capables de s'adapter aux changements. La stratégie d'entreprise doit être suivie de près et mise en perspective par rapport aux performances et aux résultats atteints. Alain en a parlé dans son introduction. On va justement en parler avec nos intervenants qui nous ont fait le plaisir d'accepter l'invitation du PASCA et à qui vous pourrez bien sûr poser vos questions à la suite de cette table ronde. Alors effectivement, on a la chance, Alain, d'avoir un retour d'expérience. Il sourit d'avance d'ailleurs. Jean-Marc Rigel, donc directeur supply chain chez Dossi France. On va l'applaudir très, on va vous dire installez-vous, installez-vous. Thomas Moreau, associé chez Adameo en charge des opérations. Antoine Gauthier, manager chez Sitwell. Olivier Ardouin, donc supply chain planning expert chez Avision Conseil. Bonjour Olivier. Et Guillaume Crépin, directeur du SNEP chez Manitou. Merci donc à nos invités. Ouais, j'ai comme l'impression que Jean-Marc a un peu de pression là. Alors, prenez les micros. Je vous pique votre micro, ça vous va. Hop, voilà, comme ça, vous allez pouvoir prendre chacun un micro. Alors tout d'abord, moi ce que j'aimerais, c'est d'avoir votre avis, sur la keynote d'ouverture d'Alain Perrault, sur la définition du SNOP. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous souhaitez apporter une précision? Moi je rajouterais, merci Alain déjà pour tous tes compliments, enfin je les vis comme des compliments. Moi je rajouterais juste un point, c'est une réussite et un engagement collectif de toute l'organisation et pas uniquement de la supply chain. C'est juste ce point-là que je voudrais préciser. Très bien. Bonjour à tous. Ravi d'avoir entendu Alain Perrault. C'est la première fois que je participais à un événement où vous interveniez, donc c'était très intéressant, merci. Et de mon point de vue de consultant, ce qui est très intéressant, c'est de contribuer et d'aider tout un tas d'entreprises avec des niveaux de maturité, des secteurs d'activité très différents. Et donc ce côté agilité et adaptatif est un élément que je trouve vraiment fondamental et sur lequel on essaie de nous-mêmes d'apporter un peu de valeur dans le cheminement de nos clients. Voilà. Chez Sitwell? Chez Sitwell, pareil, première fois que j'assistais à un témoignage d'Alain Perrault, et c'est vrai que c'était très intéressant. Je pense que tous les mots-clés sont là. Ce que je pourrais ajouter, alors ça transpirait forcément, hein, mais c'est bien que le SNOP, c'est l'outil de pilotage de l'entreprise et qui doit être cadencé par de la prise de décision systématique. Et c'est beaucoup trop ce que nous, on voit chez les clients chez qui on arrive, c'est que c'est un processus de communication et d'information. Et quand on en est là, on est plutôt au bas du niveau de maturité, justement. C'est bien, il faut commencer par là, de toute façon, pour s'approprier les logiques de retravail, de collaboration entre les différents services. Mais tant qu'à la fin, il n'y a pas les décisions qui sont prises au niveau de la direction générale, c'est que de toute façon, on n'est pas au bon niveau. Ouais. Olivier, vous êtes d'accord avec la définition du SNOP? Oui, bon, moi je suis plus familier de la définition APIX qui était imbuvable, mais okay. En tant que formateur, consultant, etc., c'est vrai que j'accorde une grande importance à la pédagogie et on voit que Alain est aguerri à la question. Très bien. Alors, moi je me retrouve dans le but, le déploiement de la stratégie. Bien souvent, SNOP, c'est un truc de crâne d'acier que je représente parce que les mecs ils savent pas ce que c'est et donc ça passe par là et que c'est un truc qui emmerde le monde et quand on passe c'est ça, c'est aller sur ça, c'est la conviction en permanence et que c'est humain au centre, ouais, faire comprendre aux gens que c'est surtout pas un truc de supply chain, hein, je te rejoins. Moi je viens de la finance donc alors c'est pire presque mais c'est de montrer que c'est pour le déploiement et de la stratégie pour dire le comité exécutif veut faire une stratégie, comment on aide à supporter le business et avec le SNOP à déployer cette stratégie. Et puis atteindre le Swiss Point, hein, si j'ai bien compris. Hein. C'est exactement ça. Suite. Le Suite. Alors, j'ai compris Suisse au départ. C'est bizarre pourquoi il parle de la Suisse. Non, Suite. Ok. On va faire un tour de table très rapide de chacune de vos sociétés. Puis après, on aura, ce qui est intéressant dans cette table, c'est qu'on a la vision consultant et vision industrielle. Je me présente, c'est ça? Ouais, donc, je vais me présenter l'associé en quelques mots. Jean-Marc Riegel, Eureden Long Life. Donc Eureden Long Life, comme son nom l'indique, c'est la coopérative Eureden, qui est bretonne. La marque est sûrement plus connue, c'est Dossi.
donc, qui fait des légumes et des plats cuisinés en conserve. Si c'est de ci, j'y vais aussi, c'est ça? C'est ça. Voilà. J'ai oublié de mettre le pins d'ailleurs. Et donc on est 1500 collaborateurs et 7 usines en Europe et on vend dans le monde entier. Donc Thomas Moreau, associé du cabinet de conseil Adameo, qui est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. On intervient à la fois sur les opérations, donc tout ce qui touche notamment au process S&OP, mais également transport, entrepôt-usine, sur du schéma directeur ou de la mise en œuvre. On intervient sur les systèmes, donc notamment les APS, mais également les TMS, les WMS, en aide au choix et en déploiement. Et on intervient sur l'humain, donc on se rejoint là aussi, puisqu'on fait du recrutement, du management de transition et de l'accompagnement du changement, ce qui est un élément essentiel souvent quand on met en place ce type de processus. Voilà, on est un peu moins d'une centaine et on est basé à Paris et on intervient partout en France et en Europe. Antoine Sitwell. Alors moi, Antoine Gauthier, manager chez Sitwell. Sitwell, on est un cabinet de conseil aussi spécialisé en supply chain, gestion des opérations. Donc pareil, on intervient sur tous les scopes vraiment de la supply chain, alors du transport à la logistique, allant jusqu'aux appros, et bien évidemment toutes les logiques de pilotage d'entreprise via les différentes strates de planification, dont le S&OP est l'une des composantes. Idem, on a des bureaux, nous, locaux à Paris, Nantes, Lyon et maintenant Lille, et on doit être une centaine de collaborateurs maintenant. Olivier, votre cabinet de conseil. Donc, mon cabinet de conseil est moins connu puisque je suis tout seul. Depuis 16 ans, j'ai créé cette entreprise il y a 16 ans à Nantes. Quand je suis arrivé à Nantes, personne connaissait le concept de supply chain management localement. Et donc, je fais de l'audit, de l'accompagnement et aussi beaucoup de formations sur les bonnes pratiques autour de l'APIX, du syndicat des prévisionnistes. Donc voilà, j'accompagne les entreprises de toute taille, PME, quelques dizaines de millions, jusqu'à des grands comptes. Voilà. Donc c'est moitié conseil, moitié formation. Voilà. Et donc Manitou, Oui, on la connaît là, mais vous allez nous en dire quelques mots. c'est vrai, tant mieux. Donc Manitou Group, c'est une entreprise qui conçoit, produit, distribue des matériels et des services à destination de l'agriculture, la construction et les industries. C'est une entreprise qui compte à peu près 4500 collaborateurs partout dans le monde. On distribue nos machines, on appelle ça des machines, des équipements, via 1050 à peu près concessionnaires partout dans le monde. L'entreprise compte à peu près 32 entités juridiques sur le monde. Il y a 10 usines, plus de 26 lignes de montage et on a 10 centres de R&D également. Entreprise d'Anceny, j'y tiens, on y tient tous là-dessus. C'est vraiment un groupe qui est né à Ancenis. Ah oui, Manitou, c'est Ancenis. Oui, le siège social est toujours à Ancenis. Et on fait plus de 80% du chiffre d'affaires international. Et un dernier chiffre pour ne pas vous noyer, 1,9 milliard l'année dernière de chiffre d'affaires. Alors, on ne parlera pas des outils puisque ce sera l'objet de notre deuxième table ronde, mais depuis 5-6 ans, Thomas, il y a une démultiplication du nombre d'outils et de la couverture fonctionnelle de ces outils. Et en préparant donc cette table ronde tous ensemble, vous souhaitiez qu'on démarre avec une infographie. On va la voir sur l'écran. Oui, le point, c'est que souvent on associe la mise en place d'un processus S&OP avec la sélection ou la mise en place d'un outil, alors ça peut être lié ou pas. Et on a commis ou édité un livre blanc il y a quelques mois qui permet d'aborder l'ensemble des sujets liés à la planification et la prévision. Donc il y a les outils, il y a les hommes, il y a le process. Et effectivement, depuis, ce qui est assez intéressant d'un point de vue outil, c'est de voir l'émergence et la démultiplication de types d'outils. Donc la table ronde qui suivra permettra d'évoquer ce point-là également. Quels sont les enjeux, à tous les trois, là je parle vraiment aux consultants, les enjeux du S&OP pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Si je commence, on va dire l'enjeu principal, c'est ce qu'Alain disait, c'est de réussir à aligner toute l'organisation vers un but commun. Je pense que c'est cette définition qui est très simple, très juste, très difficile à atteindre, mais c'est bien ça l'objectif, c'est de réussir à faire coordonner des services qui n'ont que des objectifs antinomiques habituels, à aller vers un but commun. Ce but est censé être la stratégie, si tant est qu'elle existe, et claire dans l'entreprise. Donc en fait, quand on commence à juste poser cette phrase, aligner les gens autour d'un but commun, il y a beaucoup de ramifications derrière, et c'est bien ça l'enjeu principal. Parce qu'ensuite, va en découler les gains financiers escomptés
et les gains aussi en termes de sérénité des ressources humaines et autres, parce qu'on sera beaucoup plus dans l'anticipation et beaucoup moins dans le fameux pompier. pompier de service, quoi. Exactement. Ouais, le pompier de service. Pour vous, Olivier, alors vous êtes tout seul, on vient vous voir, et on vous dit quoi? C'est quoi leurs enjeux? Tout dépend des contextes. Actuellement, on a des contextes extrêmement favorables au changement du fait de l'environnement. Pour moi, effectivement, l'enjeu principal, c'est l'alignement sur la stratégie. La stratégie va définir un objectif et des ressources. C'est la philosophie occidentale que Alain soulignait. Et en définitive, il faut savoir que les conflits sont inhérents au comité de direction, c'est-à-dire qu'un directeur financier n'a pas les mêmes attentes prioritaires qu'un directeur commercial ou qu'un directeur supply chain. Donc c'est bien pas un sujet purement supply chain, mais un sujet d'intégration fonctionnelle de la gouvernance de l'entreprise. Donc comment mettre d'accord des gens qui ont des objectifs à la base divergents, via la prise de trouver des compromis. Et donc c'est l'objet de ce processus et de ces outils, de trouver ces fameux compromis qui vont contenter tout le monde. On ne recherche pas l'unanimité, mais un consensus au sein de l'équipe dirigeante. Vous voulez rebondir, Guillaume? Non, parce que je vous voyais être un truc en disant oui, c'est vrai, il n'y a pas que le taf, il n'y a pas que les chiffres. C'est quoi le fait générateur, Thomas? Le fait générateur, il y a des contextes très, très divers, évidemment. Certains de nos clients nous appellent parce que c'est la crise. Ça arrive souvent. Alors il y a des crises de croissance, il y a des crises liées au contexte que vous connaissez également, parce qu'on a des stocks trop importants, parce qu'on est en rupture, parce que tout le monde court partout et les équipes sont complètement saturées. Et les clients ne savent pas forcément où est le problème en fait. Il y a ces éléments qui sont des grains de sable dans l'organisation et qui risquent à un moment de la bloquer ou de créer des problèmes de rentabilité, de pérennité de l'entreprise. Et à ce moment-là, on nous sollicite, on vient analyser, on regarde un petit peu. Et là, c'est pas toujours évident parce que cette notion de SNOP ou SNOP peut parfois effrayer un petit peu. Donc il y a un peu de maïotique et de didactique également pour de temps en temps parler de cette terminologie de ce processus ou de cette organisation à mettre en place, où de temps en temps, il vaut mieux ne pas l'évoquer, finalement. Et comme c'est un long chemin à parcourir, parfois ne pas le mentionner et simplement mettre quelques jalons tout en ayant en arrière-tâche une cible peut permettre d'installer. Donc, pour reprendre la question initiale, le fait générateur, ça peut être une crise ou ça peut être dans des organisations un peu plus matures qui ont conscience que les volumes augmentent, la complexité augmente, sans pour autant qu'il y ait une crise. Il peut y avoir une prise de conscience de l'organisation. Alors après, quelle fonction d'entreprise lève le drapeau et sollicite, ça c'est très variable. Mais à ce moment, il y a la volonté d'installer et de mettre en place quelque chose. Et on est sur un terreau qui est un peu plus favorable, un peu plus mature, un peu plus de prise de conscience, parfois avec des outils qui ont été déployés et qui ne fonctionnent pas forcément. Donc voilà, le fait générateur, c'est une entreprise un peu mature qui veut accélérer, qui veut davantage se développer et qui sent le besoin de mettre un peu de process ou ce type de process en place. Ou autre cas, des situations de crise avec absolument le besoin de résoudre et de traiter certains sujets spécifiques. Trop de stock, trop de rupture, de l'insatisfaction client, trop de rotation. Voilà. Antoine? Ouais, pour compléter, un autre élément que nous on voit ou pour lequel on peut être sollicité, c'est moi je fais mon SNOP, mais je comprends pas sur le terrain, en fait, il se passe pas du tout ce qu'on avait décidé. Parce qu'en fait, il y a un SNOP qui est fait dans sa tour d'ivoire entre crânes d'acier, comme dirait Guillaume. Et en fait, ce SNOP, il est soit pas bien communiqué, soit pas bien descendu sur le terrain. Et en fait, opérationnellement, le SNOP, pour la plupart des gens sur le terrain, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce que ça veut dire, et puis ça les regarde pas, quoi. Alors comment vous accompagnez les clients du coup? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qu'on met en place? Les bons circuits de communication, s'ils n'existent pas, on essaie de revoir en fait toute cette logique déjà le SNOP, comment il est fait, qui est inclus dans le processus en lui-même, et ensuite comment est-ce que ça peut être redescendu vers les équipes plus terrain. On essaie de mettre en place des routines justement, parce que le SNOP, ça doit pas être juste le chiffre à suivre et le but à suivre absolument. Ça doit être le cadre qui permet de bien naviguer vers une destination. Parce que
forcément, le chiffre qu'on va valider en SNOP, c'est clairement pas ce qui va se réaliser. Et donc, se mettre ça comme objectif butoir, ça va avoir des effets contre-productifs. Par contre, il faut se donner les moyens, une fois qu'on a ce SNOP, sur le terrain de l'expliquer, de mettre les mécanismes de contrôle, anticiper les dérives potentielles en disant on avait prévu ça dans le plan SNOP, on voit que ça va être complètement déconnant. Comment est-ce qu'on peut arbitrer? Et là, on revient sur la notion de dynamisme en continu sur le terrain au jour le jour, en fait. Ouais, donc c'est l'humain qui revient toujours au cœur du processus de mise en place de ce projet. Est-ce que la mise en place diffère selon l'activité ou la taille de l'entreprise? Olivier, oui, un peu quand même. Pour l'avoir déployé dans une autre vie, quand j'étais dans le monde salarié, oui, effectivement, il y a une histoire d'échelle. Dans une multinationale, là où vous pouvez prendre une décision en quelques minutes en PME, quand on parle de plusieurs milliards, il faut 20 signatures pour faire bouger une virgule. Donc forcément, il y a une latence et les discours qui disent déploiement, SNOP, flash, c'est de la science-fiction pour moi. C'est effectivement un effort d'amélioration continue dans la coordination des prises de décision. C'est un apprentissage. Il faut faire changer les méthodes de travail de gens qui n'ont pas l'habitude d'être mis en question. Et c'est ça qui est difficile. Tom Wallace, regretté Tom Wallace, qui était un des mentors en la matière, disait the hard stuff is the soft stuff. C'est-à-dire que comprendre le processus avec les 5 étapes, la revue du portefeuille, les prévisions, la planification de la supply, tout ça, c'est bien, mais finalement, ça n'est qu'un moyen. Et ce qui est difficile, c'est de faire changer la façon de travailler des dirigeants pour leur dire si vous travaillez de façon coordonnée, vous aurez toujours un meilleur résultat que si vous travaillez chacun dans votre coin. Je fais souvent l'analogie avec un équipage sur un voilier. Si on envoie une manœuvre, mais que chacun fait ce qu'il a envie, quand il a envie, le bateau va nulle part. Donc il faut de la coordination et c'est un outil de prise de décision et de coordination. Voilà. Antoine, Thomas? Je rebondis juste, parce que c'est très juste ce qui vient d'être dit. Effectivement, on voit beaucoup des SNOP où il y a les personnes dedans, mais il n'y a pas de prise de décision. En fait, les prises de décision sont faites à côté. En fait, dans ce cadre-là, le SNOP ne sert à rien. Faut juste être clair là-dessus. Le SNOP, c'est censé être le système de pilotage de l'entreprise via cette prise de décision. Si au final, c'est juste de la com, autant envoyer une newsletter, voilà les infos et les chiffres, et ensuite, les décisions, de toute façon, elles sont prises ailleurs. Donc, voilà, faut être bien clair sur les enjeux vis-à-vis de cette prise de décision, et surtout, de ce qui peut se passer ailleurs. Et là, ça passe par la maturité aussi des équipes dirigeantes à faire l'effort de se mettre dans ce mode de mindset de prise de décision, en connaissance, transparence vis-à-vis des autres aussi. Pour enclencher la machine, ouais. Exactement. Ouais, je rejoins tout ce qui a été dit et le one size fits all qui fonctionne, selon moi pas, avec ma petite expérience. Et la culture, c'est-à-dire que il y a effectivement la taille des entreprises, il y a les secteurs d'activité, il y a les cultures. Donc à même taille, même secteur d'activité, mais cultures différentes ou ancienneté différente des équipes. Ça va pas être du tout la même façon de déployer et de mettre en place, de stabiliser un SNOP. Donc la culture est vraiment hyper importante et la façon dont les équipes, notamment dirigeantes, mais pas uniquement, ont d'écouter, de collaborer, de travailler en équipe et en vertical avec l'ensemble des équipes, c'est un élément qui est essentiel. Et la culture, changer un outil, mettre en place un process, changer une culture, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, on verra dans un instant. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, je voulais rebondir sur ça. Et par rapport au métier, là, ces gens qui ont nos fameux silos, le patron du commerce, on ne va pas lui apprendre à faire du commerce, mais il faudrait qu'on soit un peu, pour filer la métaphore guerrière, là, comme si les gens qui pilotent le process SNOP soient un peu des casques bleus de l'ONU qui seraient un peu accouplés avec Rambo, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient que tout mou, se laisser marcher dessus, mais je ne vais pas aller apprendre au patron du commerce que je me mêle de ses affaires, mais moi j'aimerais bien améliorer un peu ça. Le patron de prod ou des opérations, il gère les choses beaucoup mieux que moi, j'y connais rien, mais il faut que je sache dire ce que je veux faire. Donc ce côté humain au milieu, qui est bien dur. Surtout, à l'origine, on aime bien les outils, quand on fait aussi du SNOP, mais voilà, c'est ce côté transverse qui fait que c'est dur après sur le à côté. L'autre SNOP, mais il va pas m'apprendre à faire du commerce. Bon, allez, on se fait une réunion à côté avec les DG, et puis boum, j'envoie ma newsletter parce que finalement je sers à rien. Donc ça, on est en plein dedans là.
on est transverse, mais 3 petits points, il y a toujours se faire accepter et réussir à avancer là-dessus. Alors vous allez nous expliquer dans un instant comment ça s'est passé dans vos entreprises respectives. Juste avant, moi j'ai envie de savoir, c'est quoi finalement les clés de la réussite, de la mise en place d'un projet SNOP? Est-ce que vous avez des exemples avant de donner la parole à Guillaume et à Jean-Marc? D'abord, ne pas arriver avec des idées préconçues, puisque alors, nous, on arrive dans une entreprise qui veut mettre en place et donc qui fait le choix d'un support externe, donc avec de l'expertise, de la connaissance, des expériences diverses et variées, mais on ne va pas dupliquer les approches. Donc c'est déjà être assez humble et écouter, comprendre. Est-ce qu'il y a eu déjà des tentatives de mise en place qui n'ont pas fonctionné, pour quelles raisons? Si c'est la première fois, eh bien comprendre. Et puis ce que j'évoquais tout à l'heure, dans des situations de crise, parfois, mieux vaut avancer un peu masqué et installer un certain nombre de choses progressivement pour que petit à petit on mette la cale sur un certain mode de fonctionnement un peu nouveau, sur des usages de la donnée un peu différentes. Voilà, donc les facteurs clés de succès vont être un peu dépendants des secteurs d'activité, mais faut être pragmatique et faut comprendre bien comment faire évoluer les pratiques de l'entreprise pour bien proposer les bons plans d'action. Ouais, et pour compléter, effectivement, pour nous, le principal, si je devais en citer qu'un, ce serait le sponsorship de la direction générale. Parce qu'en fait, si on n'est pas à ce niveau-là, le SNOP, ça va être, comme c'est beaucoup trop, un processus de la supply chain pour la supply chain. Et en fait, ce sera juste une planification moyen-long terme d'équilibrage charge-capacité. Et on va en rester là. Et c'est malheureusement l'écueil dans lequel est tombé le SNOP. De plus en plus, on nous dit j'ai un SNOP qui tourne. Ah oui, qui sont les participants? La supply chain. Et on prend des décisions de supply chain pour la supply chain. Et c'est pas le SNOP, c'est une petite partie du haut du SNOP. Et donc, le sponsorship de la direction générale est indispensable. Et là, j'en viens avec la partie éducation aussi, éducation-formation, parce que il faut former ces gens-là. Et je rebondis sur ce que tu disais, Guillaume, tout à l'heure, le SNOP. Pour les gens, ça les saoule, ça prend du temps. Il faut aussi éduquer tous ceux qui vont être partie prenante pour qu'ils comprennent dans quoi ça s'imbrique. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on va demander à un commercial un peu de son temps tous les mois pour justement venir étayer des hypothèses sur un futur lointain, etc. Donc voilà, sponsorship, formation, pour nous les deux piliers de ce genre de projet. Alors le sponsorship, ça ne vaut pas que pour le SNOP d'ailleurs dans les entreprises. Ça le vaut pour l'ensemble de la stratégie et des objectifs qui sont donnés à moyen ou long terme. Alors on va faire quand même un retour d'expérience on a la chance d'avoir Dossi et Manitou. Quand vous avez mis en place ce SNOP, quels étaient vos besoins, vos attentes? C'est quoi la genèse du projet, Jean-Marc? Bien, nous, au début, on était tout en bas de la courbe que vous avez vue tout à l'heure, porté par la supply, les volumes, les ventes et les capacités. Il a été décidé au moment du changement de direction générale de lancer ce projet. Ce qui a essentiellement changé, c'est qu'on a engagé toutes les directions. Donc on a mis un partenariat avec sur chaque step d'un responsable SNOP et d'un directeur associé. Donc déjà, il n'est pas seul, et on a mis plutôt de l'ancienneté pour ceux qui sont associés. Il n'est pas seul, et donc on a envoyé une culture commune, on en reparlera tout à l'heure, du jeu, qui a fait un événement, qui a créé un changement de paradigme dans l'organisation. Et aujourd'hui, on arrive à arbitrer, à décider via ce SNOP. Donc c'est comme ça qu'on l'a créé, en tous les cas. C'est comme ça qu'on a emmené l'ensemble de l'équipage, parce qu'on fait porter les décisions. C'est aussi les éléments clés de la vie de nos produits. Alors, les stocks, c'est pas évident, les délais, les limites financières, mais dans notre cas, on a en plus les campagnes et tous les aléas agricoles. Et l'année dernière, on a eu de la sécheresse. Et c'est à l'intérieur de ce SNOP qu'il faut s'adapter en permanence dans le flux et dans la réalité que l'on vit. Ça a duré combien de temps la mise en place? C'est permanent. Ah, c'est ça, on est d'accord. En fait, on va dire le moment de cassure, on va dire il y a un an de grande fragilité, une grosse année de grande fragilité parce que la marche arrière est très tentante par tous les gens qui viennent, et puis au bout d'un an, ça devient une évidence. Comment ça s'est passé du côté de Manitou?
Alors, chez nous, on avait déjà pas mal d'étapes, la relation avec le commerce, tout ça. Mais on est parti d'avoir un premier besoin, c'était que fallait qu'on tue un vieux truc, c'était qu'on avait un processus de prévision qui était une prévision de prise de commande. Donc, et qui crée un cercle vicieux. Plus les commandes augmentent, plus les délais augmentent. Donc, plus les délais augmentent, plus les commandes augmentent. Et donc, fallait tuer ça. Alors là, mais je vous jure, en trimestre, en année de conviction pour péter ça. Donc, passer d'un processus de prévision de prise de commande à prévision de vente. Premier point. Deuxième point, c'était que on voulait améliorer le collaboratif entre tous les services qu'on a cités, voilà, commerce, marketing, supply, prod, finance, ressources humaines, etc. Donc, et là, le côté outil quand même vient aider, même s'il n'y a pas que ça, mais dire du coup, il y a un outil unique et il y aura à la fin un set de data. Et donc, qui dit, les gars qui arrivent en disant, moi, d'après mes chiffres, c'est fini, quoi. Donc ça, c'est que ça aide quand même beaucoup déjà à s'entendre. On a les mêmes cartes, on a le même jeu. Et puis le troisième point, c'est d'aller vers du coup une solution plus financiarisée. On est encore en faiblesse aujourd'hui, même si on a prévu de valoriser nos scénarios, mais on est encore trop en shtuck, comme disait un ancien patron du SNOP chez nous, en bâton, en quantité. Et on veut de plus en plus aller vers des scénarios valorisés pour prendre des décisions, données d'entrée qui deviennent et données de sortie et données de sortie du pic qui sont les données d'entrée de la fameuse top line de prévision de PNL pour la finance. Donc le chiffre d'affaires, il ne vient pas de la finance qui à un moment décide de faire ou le budget ou le rolling forecast, il sort du pic. Donc ça, c'est monstrueux aussi comme avancée, qui est bien de notre côté. Donc voilà, ça s'est passé après pour rebondir, nous, un an de projet. Et puis là, on est live depuis mars et avril sur les deux lots. Et voilà, ça roule, ça stabilise. Ça roule, ouais. Ça prend un peu de temps à stabiliser, mais c'est normal aussi, quoi. On bouge beaucoup les lignes. Alors comment est-ce que vous avez été accompagné? Parce que je sais que Jean-Marc, vous avez été accompagné par Alain. Sitwell, vous avez accompagné Manitou. Comment ça s'est passé sur quel point des services de l'entreprise? Comme je le disais tout à l'heure, Alain nous a accompagnés. La décision a été prise au moment du nouveau directeur général de lancer le projet. Lancer le projet, ça voulait dire 200 personnes formées par le jeu Serious Game. C'était en grande partie en distanciel, pardon. J'avais été en présentiel. C'est pour ça que vous avez parlé de jeu tout à l'heure. Hein. Oui. Ouais. Et donc, ça a créé un événement. Mais c'est quoi ce truc? En fait, une question. Plus que j'ai compris, mais c'est flou, c'est pas tout clair. Et justement, tous les discours que l'on a, les gens s'attendent à ce qu'on leur dise le lundi tu rendras ça, le mardi tu feras ça, le jeudi tu feras ça. C'est pas du tout ça. Donc ça a créé une question, un questionnement. Et ça c'est Alain qui nous a accompagnés. On a engagé toutes les équipes et comme je vous disais, le binôme a été clé de chaque étape. Des anciens et des nouveaux qui étaient demandeurs de mettre la main là-dedans et de nous apporter leur savoir et leurs expertises en même temps qu'on avait des gens plutôt à l'aise avec des outils. Et puis on a aussi recruté un responsable SNOP pour y arriver. Alors justement, on va parler dans un instant des nouvelles compétences. Comment ça s'est passé l'accompagnement avec Sitwell? Bon, visiblement bien parce que sinon Antoine ne serait pas là, mais vous allez nous expliquer. Oui, c'est ça. Écoutez, Antoine, il nous a rejoint, il n'était pas là au tout début. Tout début, c'est aussi quelqu'un qu'on voit aujourd'hui, mais qui après a choisi de faire autre chose. Et Antoine nous a rejoint quelques mois après le début du projet. Il nous a apporté son expertise et bien sûr métier. Le côté respect, qualité, coup délai sur le projet, en accompagnement du responsable du projet. Ça, c'est quand même fort et il y en a grandement besoin. Donc, les routines, organiser les comités projets, préparer les comités de pilotage, s'assurer que les livrables arrivent, relancer les gens. Parce que, bien souvent, évidemment, même si on est en mode projet, le sacro-saint truc, et ceux qui sont en mode projet sont aussi sur leur quotidien. Donc, même le responsable du projet, qui était beaucoup dédié à ça, il avait d'autres activités. Donc, là-dessus, Antoine a beaucoup amené. A amené son expertise métier aussi, même pour nous du PIC. On n'a pas la prétention de tout connaître, donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme Sitwell qui peut aussi donner des guidances, des avis et tout par rapport à ça. Parce qu'on a prend un peu de recul. Hein, oui, ce pas de côté, c'est nécessaire, ça fait du bien. Donc on est aussi très content d'avoir quelqu'un à côté là-dessus pour dire, moi je connais ça, je peux te dire que ça, faudrait peut-être que tu regardes.
Et puis, vis-à-vis de la relation avec l'éditeur aussi, super important, parce qu'il y a, entre guillemets, on se paye ce luxe d'avoir un accompagnant comme Sitwell ou d'autres entreprises comme ça, de dire, attends, un éditeur, moi, celui-là, je le connais, machin, lui, là, ça, non, ça, tu peux demander, ouais, ça, tu peux pousser, ça, c'est un peu vous qui rêvez, les mecs, non, ça se fait pas, ou ils sauront pas faire. Donc, tous ces trucs-là, ça aide bien à cadrer les choses lors du déploiement avec cette assistance. Et est-ce que l'acculturation, l'appropriation, même si on a compris que ça s'est bien passé, ça a été facile au départ? Ils ont dû être un peu surpris, hein, c'est ce que vous disiez. Hein. Alors, il y a deux choses. La première, c'est il faut un peu tuer l'ancien modèle. Ouais. On avait un pic, et donc faut changer. Ils disent tous, on faisait déjà ça. Ouais. Donc il faut, on va dire, gérer cette situation de gens qui faisaient quelque chose. Il faut pas dire c'était pas bien. Il faut dire on change de paradigme. Et il faut emmener toute l'entreprise. Donc c'est, je pense que moi ce que je voudrais rajouter, c'est que le pas de temps, c'est 1 an. Il faut pas se dire, enfin, un processus SNOP en 6 mois, c'est pas possible. C'est vraiment un pas de temps d'1 an pour chaque étape. C'est des choses très longues. On dit que pour une prévision, il faut 3 ans. Pour un SNOP, il faut 5 à 8 ans minimum pour qu'il soit d'une maturité solide et permanente. Et chez Manitou, alors comment ça s'est passé? L'appropriation, l'acculturation Alors, c'est pas simple. Ouais, je silote un peu, même si on dit que c'est transverse, mais quand même, il y a un moment donné, ces histoires d'hommes. Côté production, c'est du billard, quoi. Parce qu'ils n'ont rien vu de franchement nouveau. Alors peut-être que j'ai tort et que je suis dans la complaisance, là, pour faire référence à ce qu'on disait précédemment. Mais c'est des personnes qui sont rompues à respecter des délais, à la rigueur, etc. Donc soumettre un plan de prod et tout, c'est pas problématique. Côté les stocks partout dans le monde, les points de découplage et tout, ça va, même si aussi on est plus dans la découverte ou déjà un peu plus challengé sur certains aspects chez nous, moins familier avec ça. Enfin, on a notre passé aussi et notre passif sur certains aspects. Après, c'est côté vente où c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y avait ce passé d'une prévision de prise de commande et une prévision de vente où on commence par le carnet de commande, puis c'est le prév, les horizons qui se mordent dessus entre du frozen et tout. Et là, vous commencez à sortir les insultes avec des mots comme ça. Donc, c'est pas évident. Non, franchement, il y a là-dessus il y a un nouveau vocabulaire, très il faut fort. comprendre. Ouais. Et donc, c'est là que c'est un peu le plus dur et dire, je vous autorise à refléter la demande du marché dans votre signal, mais non, je comprends pas, j'ai du carnet, pourquoi tu veux que je te montre le signal du marché? Mais oui, mais si jamais ça baisse et tout, ce serait bien qu'on ait les early signals et tout. Ouais, mais j'ai mon carnet, m'embêtez pas. Puis après, changement d'avis et tout. Bon, donc voilà, ça, c'est long, comme tu disais, ce fameux long et tout. Ah ouais, c'est très long, puis il faut pas avoir peur de faire l'essuie-glace. Et voilà. Antoine, vous avez effectivement participé à l'acculturation, à l'appropriation de nouveaux process chez Manitou. Comment est-ce que vous, en faisant un pas de côté, vous avez réussi aussi à emmener les équipes, à leur faire comprendre que c'était le bon chemin pour la société? Alors, encore une fois, c'est toujours en cours, hein, même si nous, on n'intervient plus chez Manitou, on sait que le chemin, il est, au moins, je pense qu'ils prennent la bonne direction, ouais. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Comment ça s'est passé concrètement, enfin, dans l'organisation? Ce qu'on a fait beaucoup pendant la phase projet, c'était beaucoup de communication avec toutes les équipes, très régulièrement, plusieurs fois par mois, dans différentes instances, que ce soit dans des comités dédiés où il n'y avait que des commerciaux, dans des séminaires organisés, je pense ce que vous appelez vos kick-offs en début d'année, à la rentrée en septembre. Enfin, en gros, toute bonne occasion était à prendre en termes de communication, de véhiculer les nouveaux messages. Et au fait, rappelez-vous, il y a ça qui arrive, il y a ça qui va changer, voilà pourquoi, ça va vous aider pour ça. Aujourd'hui, vous avez ça comme problème, voilà en quoi ça va vous aider à les résoudre. Et la répétition, beaucoup de com, et après, bien sûr, un peu de formation, mais c'était quand même surtout de la communication. On sait que quand c'est des changements culturels, le principal levier à activer pour que ça puisse se passer. La communication, c'est mettez bien la main au-dessus, parce qu'en fait, je vous explique juste un petit détail, parce que c'est vrai que j'aurais dû vous le dire dès le départ. En fait, voilà, ici, c'est l'antenne. Et si vous mettez la main dessus, ça ne marche plus. Voilà, exactement. J'ai voulu vous le dire, mais je me suis dit, avec un petit peu de chance, il va remonter la main, Jean-Marc. Non, bon, tant pis. Voilà, je vous le dis. Donc on communiquera jamais assez dans ce genre de projet, et c'est quelque chose à toujours considérer. Quoi. Et sur ces personnes en communication, chez nous 3 pivots, hein, et là on parlait tout à l'heure des parties prenantes là.
Nous, c'est 3 pivots membres du comité exécutif, donc le DG déjà, Michel Denis, après la présidente de la division produits, et ensuite le président du commerce et marketing. Sans eux, et bon, le DG bien sûr, une tête de pont, mais les deux en dessous qui sont condamnés à s'entendre, j'allais dire, parce qu'il y a le comité exécutif, le commerce et la division produits. Mais sans leur sponsorship, le projet ne va pas au bout. Ouais. Notamment vis-à-vis des équipes commerciales. Si le numéro 1 il sponsorise pas le projet vraiment au sens anglais du terme, on est mort. Hein. Donc ça commence par là. Il faut investir du temps sur ça. C'est le sponsorship. Est-ce que le SNEP a fait émerger de nouvelles compétences, de nouveaux métiers? Vous avez recruté justement une personne juste pour le SNEP, Jean-Marc. Est-ce que ça a fait émerger de nouvelles compétences au sein des équipes? Alors oui, on a recruté un responsable SNOP parce que si on veut vraiment donner du corps à ce processus, il faut pouvoir l'incarner et avoir de la disponibilité pour communiquer, pour expliquer. Je voudrais juste dire que la personne vient de la finance, enfin fait un passé de contrôle de gestion et de planification, voilà. Ce qui est intéressant parce que... Mais oui, mais parce qu'en fait, si on veut sortir, pourquoi de la finance? Pourquoi est-ce que parce que si on veut sortir, mais c'est pas par hasard, parce que si on veut sortir du bas du graphique et passer vers des notions de direction générale et des notions financières, autant prendre quelqu'un qui a déjà ça dans le sang plutôt que d'essayer de prendre des gens de supply, de planification et de leur inculquer la finance. Donc on est parti dans cet esprit-là. Et qu'est-ce que ça a fait apparaître aussi, c'est que tout au long du processus, on va commencer par le principal. Je vais prendre dans notre cas les légumes de campagne et on traite d'abord les légumes de campagne et puis petit à petit les autres gammes de produits rentrent dans le domaine et on se rend compte que des choses sont compensées par les hommes, des choses je pense à la planification moyen terme qui n'était pas faite sur certaines gammes. Aujourd'hui ça devient une évidence que ça manque et on n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi ça manque. On comprend qu'il manque des étapes et donc que ça ne satisfait pas le directeur général et donc la stratégie. Est-ce que Thomas et justement Olivier, vous êtes dans ce processus de recrutement de ces nouvelles compétences, vous qui voyez émerger ces nouveaux métiers? Ouais, nous on a 2 angles de vue. On a l'angle de vue quand on intervient chez nos clients sur les projets et on s'aperçoit qu'effectivement certains postes à définir, à mettre en place pour que cette organisation, ce but commun et cette animation du process SNOP se fonctionne bien. Donc typiquement un responsable process SNOP. Et également sur des activités d'approvisionnement ou de planification, les fonctions et les responsabilités évoluent. Et donc l'autre prisme par lequel on le voit, c'est, comme je l'évoquais, on a 3 activités. La dernière, c'est la partie RH et on fait du recrutement. Et on voit beaucoup de demandes sur des jobs de planificateurs, de prévisionnistes, mais dont les responsabilités évoluent. C'est-à-dire que c'est pas la même chose qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que les compétences attendues, le niveau d'expérience, de formation, l'utilisation des outils évoluent. Donc oui, ce sont des postes nouveaux, sous tension, avec des nouvelles compétences qui sont demandées par nos clients pour cette partie recrutement. Et on le voit, nous, dans le cadre de projets et de déploiement, où, de fait, si on n'a pas certains relais et certains profils disponibles, le processus ne se met pas en place et on ne peut pas bien fonctionner. Olivier ? Oui, donc pour l'entreprise, il y a 2 façons d'acquérir des compétences, soit le recrutement, mais on sait que le marché de l'emploi dans le monde de la supply chain est très en tension. Et puis après, il y a travailler sur la formation. La formation interne, c'est ce que vous faites, vous. Et voilà, donc nous, par exemple, on prépare des cadres d'entreprise à passer des certifications. On s'est rencontrés il y a fort longtemps avec Guillaume sur les bancs de l'école. Et donc, on va développer une culture commune, un vocabulaire commun qui permet aux équipes en interne de parler un langage commun. Alors, si on met ça en perspective avec le SNOP, il s'agit de faire parler des financiers, des commerciaux, des industriels, qui a priori n'ont aucun point commun dans leur métier. Et donc, faire le SNOP, c'est leur apprendre à regarder le business d'un point de vue holistique, global, à travers les yeux du DG, quelque part. Il faut développer un langage commun, des unités d'œuvre communes. C'est souvent
un écueil. Quelle est l'unité d'offre commune qui permet aux fonctions d'échanger? Parce que si je vous dis on va vendre 1000, 1000 quoi, si le commerce parle un langage, l'industrie un autre, l'un parle en tonnes, l'autre en heures de travail et le dernier en revenus, en chiffre d'affaires, on ne va pas se comprendre, on ne va pas s'approprier les informations. Voilà. Est-ce que la mise en place du SNOP a eu des impacts sur vos fournisseurs? Je répondrai que non, pas réellement à ce stade. Ce qu'on va mettre en place là, c'est que on essaye d'utiliser des macronomenclatures pour faire des calculs de macro-capacité. Et donc indirectement, ça peut aider pour envisager les messages qu'on envoie, mais au-delà du MRP, du CBN. Mais donc sur ça peut avoir un impact, mais c'est tout. Hein, je dirais pas à ce stade, non. Alors moi je voudrais, merci, tu m'as donné des idées en passant. Aux achats, ça avait beaucoup aidé. Pour l'instant, on n'est pas encore à la phase de collaboration, mais dans la situation dans laquelle on a été, de sécheresse, de manque et autres, on a donné beaucoup de visibilité à nos acheteurs, et donc aussi de la visibilité, mais du moyen d'action à nos acheteurs pour négocier ou pour adapter le plan d'appro. Oui, Thomas. Ouais, chez nos clients, on porte cette vision d'avoir une supply chain end-to-end et de récupérer de l'information le plus tôt possible d'un consommateur et d'aller la remonter aussi automatiquement et de façon aussi transparente que possible vers l'ensemble des fournisseurs pour avoir limité l'effet coup de fouet. En ce moment, il y en a beaucoup. C'est une vision, hein, c'est quand même assez rare aujourd'hui d'arriver à installer ce type de fonctionnement de bout en bout. On l'a fait dans l'univers brassicole où on a réussi à connecter un distributeur, un brasseur et un prestataire logistique. Mais c'est une taille d'entreprise intermédiaire, donc c'est plus gérable par le nombre de flux, le nombre d'acteurs à connecter. Mais de fait, on a énormément simplifié les échanges d'informations. Il n'y a plus des mails, des appels, il y a une unicité de données, et donc il y a une valeur, il y a une amélioration de la performance qui est phénoménale. Mais ça reste encore plutôt de la prospective de façon générale. Alors justement, parlons de la performance. Quels résultats en tirez-vous, que ce soit des résultats quantitatifs ou qualitatifs? Alors, sur le quantitatif, aujourd'hui, les décisions que l'on prend sont quantifiées, valorisées, et il n'y a qu'une valeur dans l'entreprise, donc ça c'est important et essentiel. Elle est faite avec le directeur financier, le directeur commercial, entre autres. Ils sont pilotés aussi, ces arbitrages, parce que bien souvent, il se passait... Il y a quelques années, il se passait dans le bureau du directeur général et chaque directeur commercial venait quémander et il arbitrait un peu en solitaire. Aujourd'hui, c'est plus dur hein, quand on se met à 6 commerciaux autour de la table à se dire bon, comment on fait parce qu'il manque 30%. La situation est plus dure à gérer, mais cependant, la sortie est bien meilleure parce que chacun est confort avec la réponse. Et puis, je voudrais rajouter la qualité de vie. Vu qu'on partage les situations, un peu cette vision holistique, on partage les situations, les causes et les impacts, il y a un collectif qui s'installe et une dynamique collective qui est propre à ce processus et qui génère véritablement une qualité de vie dans l'entreprise c'est plus une histoire d'homme, c'est une histoire de la situation est la suivante, les décisions ont été prises, on avance vers ça. C'est quoi votre SNOP du futur? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter au SNOP actuel, par exemple? Ce sera ma dernière question. Et après, on boit un café et on échange. Encore, bien sûr, parce qu'on pourra échanger pendant la pause, bien entendu. Je vais prendre la parole. Donc, actuellement, on a une maturité de processus, mais on n'a pas une maturité d'outils. Donc on va dire que sur le triptyque, on a les hommes, on a le process, mais on n'a pas les outils. Et donc c'est de monter en technicité sur les outils, passer sur d'abord un processus SNOP, enfin un outil de processus SNOP, puis après aller vers le BPI. Et derrière, quand l'équation de gaz à effet de serre et l'équation écologique sera pertinente, parce qu'aujourd'hui elle est macro et elle est encore très impertinente, enfin c'est des grosses masses, on va pouvoir la rajouter. Mais on est à l'étage numéro 3, on va dire, il faut mettre déjà un outil pour solidifier nos données.
Moi, le SNOP du futur, chez Adameo, le fait de voir des niveaux de maturité très divers, c'est déjà d'en avoir un, en fait. Donc, déjà, d'arriver à ce qu'un plus grand nombre d'entreprises, grands groupes, ETI, PME, soient équipés, ou en tout cas aient mis en place ce type de mode de fonctionnement, ce serait déjà une bonne chose, parce que finalement, on s'aperçoit que le niveau, alors je n'ai pas de statistiques, mais de mise en place est finalement assez faible. Donc déjà en avoir un, et puis après, éventuellement, l'autre élément pour ceux qui sont plus matures, c'est l'usage de la data, et avec, on n'a pas trop parlé d'IA intégrée dans les outils, mais je pense que ce sera... Ça sera l'objet de la table ronde tout à l'heure. L'exploitation de la donnée qui est, de la même façon, le niveau de maturité est très faible, et donc faire grandir un peu l'usage de la donnée, qui est un des éléments quasiment essentiels d'alimentation du SNOP. Donc déjà, installer ce process, et ensuite, quand il est installé, être plus aguerri et affûté sur l'usage de la donnée. Antoine, comment vous le voyez, le SNOP du futur, vous, en tant que consultant? J'ai un peu donné ma vision en répondant à la question précédente. Pour moi, le SNOP du futur, il doit nous aider à piloter ce monde de plus en plus contraint qui est face à nous. Et en fait, le SNOP, par définition, c'est du pilotage sous contrainte. Et ben là, des contraintes, on en a de plus en plus qui sont mondialisées. Et le SNOP doit prendre ça en considération pour la suite. Ouais. Olivier? Oui, alors moi j'aurais tendance à rejoindre les propos de Thomas. Déjà, avant de parler du SNOP du futur, ce serait bien Parlons du SNOP maintenant. qu'on travaille sur les bonnes pratiques. Je la reprends ma question, je la reprends. Volontiers. Voilà. On a beaucoup parlé du processus SNOP qui vise à établir un plan de production, une connexion avec le PNL et le processus budgétaire. Moi, je pense que le futur du SNOP, c'est qu'on n'aura plus d'exercice budgétaire. Pour moi, l'exercice budgétaire, c'est un dogme d'antan. C'est des modes d'organisation anciens. On est dans un environnement de plus en plus changeant et le processus budgétaire est obsolète. Donc aujourd'hui, ça fait un peu doublon puisque le processus budgétaire, c'est la déclinaison du business plan à court terme, mon PNL pour l'année prochaine. Au bout de 3 mois, il est mort, il est faux, puisque il y a eu moult événements dans l'environnement. Et le SNOP du futur, c'est le budget dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, on refait le budget tous les mois et on le fait de façon professionnelle, industrielle et concertée, voilà. Et derrière le SNOP, le sous-jacent qu'on n'a pas trop évoqué, c'est tout ce qui est dimensionnement des ressources critiques. Les ressources critiques, c'est la liste de mes emmerdements habituels, les matières qui manquent, les compétences, les machines, et exploiter ces données de plans de production qui sont alignés sur le PNL, etc., pour anticiper correctement les ressources qui, à moyen terme, vont me manquer. Voilà. Guillaume? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Olivier? 1000%, mais en tant qu'ancien financier, je tue tuer le processus budgétaire, c'est un leitmotiv. Ça fait 20 ans qu'on en dit les Nordiques. On devrait tous vivre au Nord, en fait. Enfin, ça va finir par arriver, mais eux, il y en a plein qui vivent plus que par rapport aux actuals et par rapport au dernier. Moi, je mets une guidance plus temps et puis c'est tout. Et vous faites pas de budget. Mais en effet, c'est super motivant, ça. Et quelque part, moi, je le dis à mes copains financiers. Moi, c'est 12 fois par an que je fais du budget, quoi. Au moins sur la partie volume et tout. Vous en rendez pas compte, vous excitez de septembre à novembre, mais on le fait 12 fois par an au début du pic. Donc ça, en effet, mais après, dans le budget, il y a plein d'autres lignes que les gens du SNOP aussi, des fois, ne voient pas. Mais voilà, il faut dire quand même qu'il ne faut pas faire que taper sur la finance. Après, pour moi, sur le futur, il y a ce côté tactique, quoi, en challengeant plus la performance opérationnelle. Alors là, c'est plus aussi par rapport au niveau de maturité de Manitou. C'est vraiment, c'est quoi votre plan de productivité main-d'œuvre et tout. Ça rejoint aussi une notion de budget, mais 12 fois par an, quoi. Et aussi sourcing, etc., qui fait que c'est quand même un truc de plus en plus financiarisé, au bon sens du terme, pour la direction générale. Donc vraiment, ce côté tactique pour aider au pilotage, les rolling forecasts et tout, mais c'est naturel, quoi. C'est le SNOP qui en découle sur toute cette data-là. Et puis, plus interne aussi, un côté sur le lien entre SNOP, Master Scheduling, et l'exécution du SNOP, quoi, où là aussi, toujours nos fameux silos qui sont quand même un peu là, et dans ce côté un peu plus transverse, collaboratif, comprendre que tout ça fait sens les uns avec les autres, et qu'on n'a pas à se regarder à travers une vitre et être chacun dans son domaine. On travaille ensemble. Et donc SNOP, Master Scheduling et exécution du SNOP, c'est un des leitmotifs en ce moment aussi.
Merci à nos invités, Jean-Marc Rigel, Thomas Moreau, Antoine Gauthier, Olivier Ardouin et Guillaume Crépin. Merci pour ces échanges passionnants. Alors, je vous propose...